Vous êtes directeur de projet expérience client chez RATP Dev. Vous avez été élu récemment personnalité client 2020 au CX Awards, donc félicitations Jean-Michel. Est-ce que vous pouvez présenter dans un premier temps ce que fait RATP Dev? Parce que je crois savoir que RATP, tout le monde connaît à peu près. RATP Dev, c'est déjà moins connu. Absolument. Bonsoir Geoffroy, bonsoir à tous. Et merci, je suis très honoré et à la fois très anxieux d'inaugurer ce format. Et puis, j'en profite pour saluer aussi, puisque vous parlez des CX Awards, pour saluer le beau tir groupé des membres de l'Agora avec Jean-Marc Penneau, avec Nathalie Lamias et Anne-Christelle Vogler, avec qui on a été complices dans cette élection. Pour venir à RATP Dev, où effectivement, c'est pas toujours bien connu en tant que tel. C'est une filiale du groupe RATP qui a été montée pour pouvoir se positionner sur les appels d'offres de transport public, particulièrement en région et à l'étranger. Puisque la RATP maison mère, en tant que régie, et pour des raisons d'équité de la concurrence, ne pouvait pas se positionner de manière autonome. RATP Dev, c'est aujourd'hui 1,3 milliard de chiffre d'affaires, c'est 20 000 personnes qui devraient monter assez rapidement à 27 000. Et puis, c'est 105 filiales, puisque le modèle, en fait, c'est que quand on gagne un marché de transport public, on monte une filiale spécifique pour la ville, pour l'agglo, qui est notre client B2B. Donc c'est un grand nombre de filiales et les concurrents ce sont Keolis et Transdev pour citer nos grands frères puisqu'ils sont déjà beaucoup plus importants que RATP Dev. Petite précision peut-être sur l'international, qu'est-ce qui change vraiment entre opérer des projets d'expérience client en France et puis à l'international? Qu'est-ce qui change vraiment pour vous? Alors le point principal, c'est peut-être la maturité du marché, c'est-à-dire que les transports publics dans pas mal de régions, dans pas mal de pays, c'est encore un peu moins mature. Alors, ce n'est pas le cas évidemment de tous les pays, mais que ce qu'on peut connaître en France et en Europe. Et donc, il y a souvent un déficit d'infrastructures. Donc, quand on arrive avec une nouvelle offre, ou quand on doit gagner un marché et monter une exploitation, il y a souvent des enjeux de développement qui sont beaucoup plus forts et donc des attentes sur l'innovation qui parfois sont à la fois plus fortes, mais à la fois des opportunités meilleures et plus évidentes pour le faire. D'accord. Alors, on va commencer en se tournant d'abord vers le client. Nous voulions ce soir parler un peu du programme Welcome. Est-ce que vous pouvez un peu nous contextualiser ce projet et le définir les grandes lignes? Oui, absolument. Il faut revenir aussi sur ce fait que le marché des transports publics, et peut-être RATP Dev en particulier, a une culture du client final qui est peut-être là aussi moins mature que dans d'autres business que nous connaissons, notamment dans le cercle de l'Agora. Et donc il y a vraiment eu besoin de travailler de manière active cette dimension de l'expérience client et c'est finalement relativement récent pour ce qui est de l'application des méthodes du métier. Le programme Welcome, son objectif, c'est de rendre finalement l'organisation et puis la manière d'approcher expérience client beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus structurée pour rendre les équipes plus customer-centric. Et donc, on a déployé un programme qui a démarré vraiment il y a 2 ans, en 2018, qui est basé sur l'analyse du marché, l'analyse de nos personas, qui peut être différenciée, évidemment la méthode est la même selon les filiales, mais ça peut être différencié selon les pays, selon les villes. Analyse des personas, analyse des parcours clients, construire les parcours clients de ces différents personas analysés, enfin identifiés. Évidemment, s'alimenter avec l'écoute et les retours clients, et puis construire à partir de là, de manière finalement assez classique, des plans d'action pour améliorer cette expérience client. Et avec vraiment la logique de passer dans un deuxième temps dans une dimension d'amélioration continue, en mettant à bord évidemment pas seulement les équipes marketing, expérience client, enfin l'enjeu qu'on a souvent dans nos business, mais à les mettre par exemple les équipes de maintenance qui sont un des leviers importants d'expérience client ou les équipes exploitation au quotidien puisqu'on est sur un métier de service, donc il faut reconstruire la qualité de l'expérience client vraiment au quotidien. Et en termes de résultats, on est aujourd'hui à plus de 40 filiales dans lesquelles le programme a été déployé, si on prend les plus de 100 dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est à la fois déjà beaucoup et puis il y a encore du travail.
Et en termes de NPS, puisque c'est un indicateur que nous utilisons, classiquement, traditionnellement, on était plutôt sur de la satisfaction client bien connue, et puis on évolue maintenant vers le NPS. Et là où on a des résultats, parce que la démarche est encore assez récente, en plus cette année, ça a été très impacté évidemment par la situation. Il n'y a pas beaucoup, c'est des études qui sont pas très très fréquentes, hein. Les ressources sur ces études clients ne sont pas encore considérables en termes de fréquence. Et du coup, on a eu des résultats sur les premières filiales, on peut l'observer, on est sur des gains très conséquents, hein, entre 10 points et jusqu'à 40 points de NPS. Alors parfois on partait de bas, hein, évidemment. Parfois on partait. Souvent ça nous fait passer du négatif au positif. Et si on parle de grain de sable, d'achoppement dans l'expérience client, quels ont été, on va dire, les premiers points de souffrance identifiés au niveau de vos parcours? Et qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour pallier ces difficultés? Oui, sur l'analyse des pain points, il y a plusieurs. Les points majeurs qui reviennent vont être sur l'information voyageur. C'est un classique du transport en général qu'on va retrouver dans les transports publics. C'est-à-dire qu'on peut admettre qu'il y ait des problèmes, des dysfonctionnements, mais encore faut-il donner une information correcte, ce qui fait tout de suite énormément baisser. Puis on peut tout simplement proposer des alternatives aux clients, donc ce qui change évidemment tout. Sur les notions de clarification et de facilité tarifaire aussi. Alors qui ne dépendent pas toujours de RATP-DEV, puisque finalement notre client c'est une autorité organisatrice, la collectivité, une agglo, une ville, hein, une région. Et donc souvent le tarifaire est de sa prérogative, mais on a des marges de manœuvre évidemment pour être en conseil, en recommandation, et puis parfois un peu plus importantes. Mais sur le tarifaire, c'est souvent des questions d'après-vente, c'est des questions de clarté. Et là on peut faire tout un travail de simplification et puis de communication aussi vis-à-vis du client. Et puis on va retrouver, je parlais de maintenance, on va retrouver des sujets qui peuvent être de confort, hein, parce que je ne l'ai pas dit, mais les modes de transport, c'est beaucoup de bus, du tramway, du métro. RATP-DEV est numéro 1 pour le métro automatique dans le monde, et puis peut-être bientôt du train. Et donc le sujet du confort à bord, des sujets de clim, la clim qui ne marche pas, les sièges cassés, tout ce qu'on peut parfois vivre dans des bus, par exemple, c'est des points qui remontent souvent. Et donc les actions derrière, c'est vraiment la boucle de remontée rapide. Par exemple, si je prends cette dimension de la maintenance, comment remonter vers les équipes maintenance, comment par exemple raccourcir les délais d'intervention, parce que réparer, intervenir sur de la maintenance, intervenir vite, ça ne coûte pas beaucoup plus cher en général que d'intervenir un peu plus tard. Simplement, on a beaucoup moins de clients qui vont être touchés par un équipement qui se balade en étant en dysfonctionnement, par exemple. Et comment vous avez fait justement pour raccourcir ce délai d'intervention? Là, après, c'est chaque filiale qui va bâtir son plan d'action. Et si je prends cet exemple de la maintenance, l'idée, c'est d'attribuer les plans d'action, d'attribuer les priorités qui sont mises en exergue par la méthode à des pilotes dans les équipes qui soient vraiment sur leur spécialité. Et ensuite, si je prends cet exemple de la maintenance, ça va être quand il y a des contrats, par exemple, de sous-traitance, de revoir les délais d'intervention, les SLA, comme on appelle ça, d'intervention. Et puis, c'est tout simplement de retravailler sur les process et de retravailler avec les équipes sur comment on communique plus vite l'info et puis comment les process d'intervention sont raccourcis. Alors, facile à dire, évidemment, concrètement, ça se refait au quotidien, c'est pas toujours si simple que ça. Alors, vous disiez un projet vieux de 2 ans, ou plutôt jeune de 2 ans. Oui, comment on insuffle une culture du service client, justement, côté collaborateur? Ça a été quoi, justement, les actions menées sur ce sujet? Alors, les actions qui ont été menées par les équipes que je poursuis aujourd'hui, hein, parce que je ne suis pas depuis très longtemps sur ces sujets, les actions qui ont été menées sont beaucoup basées sur la conviction. Parce que comme on est sur un système de filiales, finalement, chaque filiale est très autonome et puis elle a son client business qui est derrière et les attentes peuvent être un petit peu différentes. Et donc, il faut beaucoup travailler sur la pédagogie et la conviction, plus que sur l'idée d'imposer un programme qui serait un programme de marque et puis qui s'applique à tous. Pour ça, travail sur des ateliers, évidemment, travail qui permet aussi, très important, d'aller sur place pour des ambassadeurs qui peuvent être au niveau des équipes centrales, au niveau des équipes corporate, pour aller finalement aider
à cette appropriation par les équipes. Et puis ce qui est très important, et avec la dimension internationale, ça le rend encore plus fort, c'est l'échange de bonnes pratiques. C'est-à-dire que on a mis en place une plateforme digitale qui permet d'échanger les fiches initiatives qui sont faites à la suite des plans d'action, et puis finalement des idées qui paraissaient pas forcément pertinentes pour un autre réseau. Souvent c'est chez moi, c'est pas pareil. Parfois il y a des différences réelles, parfois c'est un peu plus subjectif, et à la vue d'une bonne pratique qui est mise en place ailleurs, on va aller capitaliser là-dessus. Donc mettre en place l'échange entre les équipes est un élément très important. On va parler de DevTouch, votre programme de signature relationnelle, parce que finalement, oui, vous faites un métier quand même très particulier, c'est-à-dire où vos agents finalement et vos chauffeurs sont en première ligne, ne font pas un métier directement tourné vers la relation client, mais assurent quand même la relation client. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer ce qu'est DevTouch? Oui, c'est le deuxième axe, si on veut, parce que finalement, on était là, tourné vraiment vers le client. L'idée, c'est de se tourner vers les collaborateurs. Alors, évidemment, dans l'objectif de développer aussi des bonnes postures et des bonnes pratiques clients. Je disais tout à l'heure 20 000 personnes. L'immense majorité des effectifs sont des personnels en contact. Alors, je pense au personnel dans les agences, personnel d'accueil, en relation client physique, relation client à distance dans des centrales de contact client qui sont internalisées. Et évidemment, le gros des effectifs, ce sont des conducteurs de bus, de métro, de tramway, quand le métro n'est pas automatique, et puis aussi contrôleurs, le cas échéant. Et donc, le programme de signature relationnelle qui a été démarré à peu près en même temps, enfin, il avait démarré plutôt pour les équipes commerciales et vraiment développé depuis 2 ans, à peine 2 ans sur les conducteurs. Et là, l'objectif, c'est vraiment de les fédérer, de fédérer les équipes, et puis de créer voilà, un réflexe où on n'a pas que la dimension production, qui est déjà importante, puisque finalement, ce que vous disiez, le conducteur, il est à la fois réalisateur du service par la conduite, il est à la fois dans une dimension de contrôle et de veiller à que tout se passe bien. Alors c'est amplifié en période de Covid avec les sujets du masque, effectivement, et puis cette dimension relation client qui parfois passait un peu après. On a aussi l'objectif de développer des valeurs de marque, puisque finalement, RATP Dev intervient pas souvent directement sous sa marque, puisqu'il y a des marques, si vous prenez Angers avec Irigo, Brest avec Bibus, voilà, ce sont des marques de transport qui sont liées au territoire. Et on est dans un marché où finalement, quand on gagne un nouveau marché, on le reprend à l'opérateur précédent et le personnel reste là. Et il est important de jouer sur cette dimension du management pour transformer les postures clients en apportant des nouvelles valeurs. Donc concrètement, un programme de signature relationnelle qui a eu pour but de définir quelles étaient ces valeurs de marque, alors définir en co-construction avec des agents de terrain, avec des managers. Et les valeurs qui sont ressorties, elles sont assez simples, assez fondamentales et simples en même temps. Alors j'ai mon anti-sèche, attentif, disponible, sympathique et efficace. J'ai dit être efficace et performant, on est un peu sur la même logique. Et derrière, c'est pas simplement des valeurs qu'on affiche comme ça au-dessus de la machine à café, sinon on a tout faux, mais c'est vraiment de travailler un atelier de manière déclinée dans chaque filiale où ça va être développé pour les personnaliser et les adapter aux situations qui sont rencontrées sur chaque territoire qui peuvent être un petit peu différentes. Donc la méthode, elle commence par un diagnostic, une visite de terrain, on se met dans les pas du client et puis en l'occurrence dans les pas des agents pour voir ce qui est vécu, voir les conditions particulières et puis ensuite travailler avec eux sur la déclinaison. Après, on va avoir tout un ensemble de moyens de diffusion auprès des agents, l'affichage, les dépliants et les finalement moyens de travailler l'appropriation par chaque équipe et par chaque manager, puisque ce qui est très important dans la démarche, c'est que c'est en même temps auprès des agents en contact et de leurs managers, avec le travail aussi sur les postures managériales qui est fait au même moment et qui souvent
est un des points importants à travailler. Alors, et concrètement, je suis chauffeur la nuit. Comment justement ça transpire ce projet de culture Alors concrètement, ça va se retrouver dans les moments de vérité qui sont identifiés dans les parcours. Là aussi, on travaille en parcours. Ces moments clés vont être plutôt déclinés dans des situations clients que sur tout un parcours finalement, puisque le conducteur, il est toujours dans la partie du parcours client à bord ou dans la montée à bord. Et donc, par exemple, les attitudes à développer ou à travailler pour une situation de nuit va être prise en compte dans les moments clés qui vont ressortir comme importants pour ce réseau et pour les situations à travailler. Et donc concrètement derrière, on va définir un travail sur à la fois je dirais la forme et la forme et le fond pour les conducteurs, pour qu'ils travaillent la manière de répondre, la manière de parler aux clients et de réagir à une situation particulière. Par exemple, un passager qui veut monter avec un chien qui ne peut pas monter, voilà comment désamorcer notamment des situations de conflit, et puis comment voilà, savoir être accueillant, quelle que soit l'heure, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'humeur aussi, puisque finalement nous sommes tous sujets à des moments plus ou moins faciles. Et être dans la relation client, c'est aussi finalement aussi parfois faire de la vente additionnelle, pousser des offres. Est-ce que c'est le cas chez vos agents ou même chez les chauffeurs de bus, mettons Alors, ça peut être le cas plus dans les agences commerciales, on va retrouver cette dimension-là. Pour les conducteurs, oui, puisqu'on peut avoir des situations de problématiques tarifaires, quelqu'un qui n'a pas renouvelé sa carte, et donc on va l'amener à connaître évidemment la gamme tarifaire. Mais c'est quand même pas le point d'entrée majeur. On est vraiment sur l'attitude client dans une logique d'accueil. Qui est l'axe majeur. Évidemment, le résultat business qui est attendu derrière, eh bien, c'est d'être meilleur d'abord pour gagner les appels d'offres et puis surtout pour les renouveler en étant meilleur tout au long du contrat. D'accord. Avant de passer sur les enjeux digitaux, j'avais une dernière question. Vous me parliez beaucoup vous êtes leader mondial au niveau des lignes automatisées. En termes de satisfaction, aujourd'hui, est-ce que la note de satisfaction est meilleure sur les lignes automatisées ou au contraire, il n'y a pas vraiment de différence entre la machine et l'humain? Alors, je ne vais pas éluder, mais je n'ai pas la réponse. D'accord. C'est un peu question qui fâche, de dire que la machine fait mieux que l'homme, mais est-ce que... Non, sur certains points, ce qu'on va savoir évidemment, mais ça on le vit tous quand on est parisien, par exemple sûr, avec la ligne 14, c'est que quand on est dans une période de grève, la ligne automatique fonctionne. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas forcément enfin, ma présomption, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas forcément de différence majeure en dehors de ce cas vraiment très identifié. Voilà, mais on n'a pas d'éléments différenciés sur la satisfaction client. Très bien. Parlons maintenant d'innovation digitale. Qu'est-ce qui a été mis en place dernièrement en termes notamment de distribution ou de nouveaux usages au sein de la RATP Dev? Le travail qui est fait, là aussi il y a un travail important qui est lié à l'évolution des attentes des passagers, puisqu'on vit tous cette transformation des usages et le transport n'y échappe pas et le transport public non plus, et aussi des attentes des autorités organisatrices, qui sont les donneurs d'ordre en fait et ceux qui nous accordent leurs contrats. Les axes de travail principaux, il y a la distribution, mais il y a beaucoup de choses autour. Alors, je vais prendre sous deux aspects. Il y a l'aspect voyageur et puis il y a l'aspect écosystème data qu'on travaille à structurer. En termes d'écosystème, on part d'un marché. Là aussi, on n'a pas beaucoup de data clients à la base, puisque finalement, on a, voilà, historiquement, on avait beaucoup de billets à l'unité, on ne connaît pas ses clients. Donc aujourd'hui, le travail qui est fait, c'est vraiment de mettre en place des briques qui permettent de collecter le maximum de data clients, qui vient beaucoup de la billettique, c'est effectivement, du tarifaire, on va dire, qui vient des enquêtes de satisfaction client, qui va venir des remontées terrain, et de pouvoir l'utiliser pour rendre des meilleurs services aux passagers,
qu'on va retrouver en point de sortie essentiellement, et côté passager, pour moi, c'est l'axe majeur, sur le travail sur des applis qui vont donner plus d'informations et plus de services aux passagers. Puisque finalement, on est en situation de mobilité, donc l'application est quand même l'outil majeur. Concrètement, ça va se traduire en termes d'usage par beaucoup d'informations voyageurs, je l'ai déjà dit, donc situation perturbée, moteur pour réaliser son itinéraire, mais aussi par des applications un peu plus, peut-être un peu plus originales, ou parfois un peu moins attendues, sur la sûreté. Mettre en relation les passagers pour qu'ils puissent voyager à plusieurs sur des horaires tardifs ou sur des lieux un peu plus isolés, des périodes où il n'y a pas grand monde. C'est pas toujours le soir d'ailleurs, hein. Parfois en creux de journée vous avez des RER qui peuvent être très vides. Donc on travaille sur ce type d'application. On a une dimension qui est très importante aussi pour la réservation dans certains territoires. Vous avez ce qu'on appelle les transports à la demande. C'est-à-dire que c'est des formes de minibus, taxis collectifs en quelque sorte que vous pouvez réserver pour des zones qui sont un peu moins denses. C'est en milieu rural, je présume C'est en milieu rural ou périurbain. Hein. C'est-à-dire que aussi. Parfois c'est beaucoup plus pertinent que d'avoir un grand bus qui est vide 80% du temps. Et c'est une forme de transport qui se développe beaucoup, qui est généralement complémentaire des lignes de bus plus classiques que vous pouvez avoir sur le centre-ville. Là, c'est pareil, l'outil digital, il est essentiel pour qu'on puisse être très réactif et avoir une commande qui soit le plus proche possible du transport pour le client. Également des fonctionnalités sur le développement durable, avec calculer son bilan carbone, voilà, ce type d'usage, parfois ludique, mais pas que. Et la dimension intermodale qui est essentielle, évidemment, et qu'on développe par la mise à disposition d'informations qu'on va pouvoir mettre dans les outils digitaux, qui ne soient pas seulement sur un seul mode de transport, mais le plus possible sur l'écosystème du territoire dans lequel on intervient, y compris en partenariat avec d'autres opérateurs. Et donc ça, c'est un enjeu majeur aujourd'hui du transport public en particulier, de pouvoir développer cet enjeu, cette dimension intermodale. Et justement, vous parliez d'empreinte carbone. La dimension intermodale, elle se définit aussi au niveau du traitement de la donnée, finalement, parce que faut tout savoir agréger. Quels sont justement les obstacles et c'est quoi vos solutions aujourd'hui pour passer outre? Pour passer outre On va dire les différents acteurs, les ruptures de charge entre deux moyens de transport pour agréger. Alors là, vaste sujet qui dépasse l'expérience client, mais qui se traduit très concrètement dans l'expérience client quand ça ne marche pas. C'est souvent des sujets de gouvernance, effectivement. Donc, alors là, je ne vais pas rentrer dans des considérations de politique publique, mais c'est souvent des sujets de mise en musique entre différents territoires. Et si je prends les régions françaises, on va avoir ce qui est piloté par la région, ce qui peut être piloté par une agglo. Voilà, et parfois il y a des sujets de frontières. Donc les opérateurs peuvent être en comment dirais-je, facilitateurs et puis arriver avec des propositions. L'innovation est un moyen d'améliorer les choses. Mais vous pouvez avoir la meilleure innovation digitale du monde, si vous n'avez pas la volonté des différents acteurs derrière, effectivement, ça peut être un problème. Après, entre les opérateurs, aujourd'hui, à mon sens, et je salue mon collègue Daniel Courcol de Keolis, qui est, je crois, inscrit, donc s'il nous écoute. Aujourd'hui, entre opérateurs, c'est relativement mûr. Il peut toujours y avoir des sujets, mais ce n'est pas un problème entre opérateurs, c'est vraiment plutôt pour moi un sujet de gouvernance. D'accord. Pour conclure, avant de passer aux questions-réponses, pour vous, quels seront les enjeux futurs de la mobilité de RATP Dev en termes d'expérience client ou même de relation client finalement? Quels seront les enjeux? Les enjeux, c'est d'aller vers beaucoup plus d'intégration, enfin de progresser encore dans ce domaine de l'intégration de la data, hein, comme on vient d'en parler. Alors encore faut-il la collecter également le mieux possible. Pour nous, la nouvelle frontière, c'est ce qu'on appelle le MaaS, le Mobility as a Service, pour suivre tendance qu'on connaît bien.
qui est finalement cette intermodalité, mais poussée jusqu'à une consommation finalement du service de mobilité par le client qui soit sans frontières dans tous les sens du terme. C'est-à-dire je peux prendre un mode, je peux en prendre un autre. J'ai évidemment non seulement l'accès à l'information multimodale, ça on le fait déjà relativement bien, que ce soit les horaires théoriques ou que ce soit en temps réel avec les perturbations, etc. Mais je peux aussi acheter différents modes de transport sans couture et idéalement avoir un compte client, hein, pour parler sur des dimensions qu'on connaît bien, qui me permettent un jour de prendre ma trottinette électrique dans la ville, un jour de prendre le métro selon mes besoins et sans avoir à prendre 3 abonnements successifs. Et puis voilà, avec des sujets qu'on va retrouver en distribution. À me poser la question tout à l'heure, hein, mais je n'ai pas développé ce point-là, mais beaucoup d'enjeux de distribution, ce qu'on appelle le M-Ticket avec distribution dématérialisée, ou de l'open payment où vous allez directement monter avec votre carte bleue et puis être éventuellement utilisé. Alors ça, on l'a fait à Brest depuis début septembre, donc c'est tout récent, où vous pouvez utiliser finalement la carte bleue comme carte de transport, voilà, et acheter très facilement des billets à l'unité. Donc si je reviens aux masses, ça va se traduire par une facilité de mobilité qui soit tournée finalement vraiment autour de l'usage client, ce qui correspond bien à nos enjeux ici à l'Agora. Et est-ce que vous sentez qu'il y a un besoin des entreprises? Parce que là, avec la Covid a un peu rebattu les cartes de beaucoup de sujets, elle a accéléré le digital. Certaines entreprises vont jusqu'à même revoir leur politique d'immobilier de bureau. Est-ce que c'est aussi la même chose au niveau des plans de mobilité? Alors ça, je pense qu'on n'en a pas encore vu toutes les conséquences. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que le trafic n'est pas revenu. Ça dépend des pays, ça dépend des villes. Quand on est à l'étranger, on a souvent retrouvé le trafic beaucoup plus rapidement parce qu'il peut y avoir parfois des infrastructures insuffisantes. Donc dès qu'on rouvre, ça se remplit très bien. En revanche, en région, on est souvent à moins 20% de trafic encore aujourd'hui. Donc on va avoir des sujets d'adaptation du service, d'adaptation de l'offre, mais c'est vrai que ça a déjà accéléré des choses, ne serait-ce que sur la distribution digitale, le fait de pouvoir acheter un billet par SMS, par exemple, c'est quelque chose qui a été développé très rapidement. Voilà, comme dans d'autres domaines, il y a des choses qui étaient un peu depuis longtemps dans les cartons et qui sont faites finalisées en quelques jours. Maintenant, il va falloir voir quelles conséquences sur le long terme ça a, effectivement, avec un besoin de mobilité qui évolue et ne serait-ce qu'avec le télétravail, une baisse qui est certainement durable. Très bien. Merci Jean-Michel. Je vois que le temps file à une vitesse incroyable. On va passer à la phase de questions-réponses.